Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, la Journée nationale des patriotes a été instituée en novembre 2002 pour remplacer celle de dollars déclarée dans les années 20 en réponse à la fête de la Reine célébrée au Canada. Cette fête, donc, a lieu le lundi qui précède le 25 mai, cette fois-ci, donc, le 19 mai. De mémoire se rattache aux rébellions de 1837-1838. D'une part, celle d'un combat pour la démocratie et d'autre part, celle du peuple québécois pour son indépendance. Quoi qu'il en soit, il est impossible de méditer sur la condition politique québécoise sans ces événements. Mathieu Bocoté nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, bonne fête des Patriotes en retard à vous. Oui, bien sûr, vous aussi. Vous avez bien fêté? Bon, vous savez, c'est une journée de commémoration assez discrète au Québec, la fête des Patriotes. C'est vrai, on est un petit peu gêné, ce sujet-là. Je crois que c'est moins de la gêne, que c'est une fête. Vous savez, comme toutes les fêtes qui sont moins recueillies dans la conscience populaire et qui sont plutôt décrétées par les autorités gouvernementales, eh bien, ça leur prend soit beaucoup de temps à s'établir, à devenir une norme identitaire populaire, ou alors elles sont condamnées quelquefois à être célébrées, commémorées par quelques petits milieux, par quelques groupes, mais ça ne réussit pas à féconder en profondeur la mémoire populaire. Donc la fête des Patriotes est relativement récente. On sera probablement dans quelques décennies si les Québécois se la sont appropriés. Mais on ne sera pas là, ni vous ni moi, pour le voir. On va espérer quand même. Alors, il y a deux mémoires qui se rattachent à cela. Je crois que c'est qu'au Québec, on voit aujourd'hui, il y a deux manières de penser le rapport aux patriotes. Oui. Il y a la version assez intuitive, spontanée, qui nous amène à penser les patriotes sur le mode de la lutte nationale pour l'indépendance. Les patriotes, ce sont ceux qui, après la conquête, se sont soulevés devant l'entêtement de Londres pour permettre aux Canadiens français d'alors, qui d'ailleurs à l'époque se nommaient simplement Canadiens, leur permettre d'avoir un État indépendant. Mathieu, mais entêtement de Londres ou entêtement des conquérants d'ici? Parce que Londres semblait assez sympathique à l'égard des thèses de Papineau, quand on voit les résolutions Russell, par exemple, c'est la réponse aux 92 résolutions. Il y a un déni de la... Oui, mais au début... Et plus largement, on pourrait dire que Londres était bien prêt à concéder des autorités semi-démocratiques à ses colonies, mais pour qu'elles reconnaissent la légitimité impériale. Mais il me semble que les anglophones d'ici étaient beaucoup plus tenaces que Londres au début, non? C'est que ça dépend un peu. C'est-à-dire, si d'un côté, vous parlez de ce qu'on appelle les marchands anglais, effectivement, il y avait une hostilité viscérale au nationalisme. De l'autre côté, à Londres, on ne doit pas imaginer une clémence excessive. D'ailleurs, non, c'est parce que je dis non plus. Papineau s'imagine que nos rapports avec la Grande-Bretagne sont des rapports, finalement, d'une colonie comme les autres, et qu'on va tolérer notre émancipation parce que nous réclamons, nous aussi, de la liberté des Anglais. Oui. Et Papineau va finalement découvrir que les Britanniques voient d'abord les Canadiens français ou les Canadiens ou le peuple francophone conquis du Saint-Laurent comme un peuple étranger conquis. Et ça va être une découverte pour ceux qui, étrangement, certains patriotes faisaient grande confiance aux Britanniques. C'est ça. Ils vont découvrir la réalité. Alors, le fair play britannique a certaines conditions, quoi. Les Britanniques sont prêts je dirais, administrer leur empire de manière humaine, mais ça ne les empêche pas d'administrer d'abord et avant tout un empire en fonction des intérêts de l'empire. Tout à fait. Alors, ces événements de 1837-38, donc, ont servi la cause de l'indépendance québécoise. Oui, et de l'autre côté, on constate que depuis quelques années, on pourrait dire depuis la Révolution tranquille, mais encore là, c'est un peu inexact, remontons plutôt vers à partir des années 90-2000, on va redécouvrir la mémoire des patriotes à manière d'une mémoire démocratique. C'est-à-dire mémoire démocratique, ou d'autres diront mémoire républicaine, ceux qui cherchent dans le passé canadien-français autre chose qu'un passé conservateur, un passé clérical, un passé traditionnel, on connaît le portrait. Les patriotes leur fournissent la possibilité d'une histoire autre, inaboutie, mais qui témoigne de la présence ici au 19e siècle d'idéaux républicains, démocratiques, modernes, et ainsi de suite. On est dans le droit fil de la Révolution tranquille qui veut être progressiste et moderne et au diapason du monde. C'est-à-dire le progressisme de la Révolution tranquille trouve dans le progressisme des patriotes un écho. Et là, on pourrait même pousser ça plus loin. Quand, après le référendum de 95, on va chercher à bâtir un nationalisme dit civique, territorial, administratif, vidé de la majorité historique francophone, mais quand on va bâtir ça, on va chercher chez les patriotes une mémoire de légitimation pour dire, vous voyez, le projet indépendantiste, lorsqu'il est né, c'est un projet républicain, inclusif, pas particulièrement national ni identitaire. Et là,
on joue avec la mémoire, on fabrique la mémoire nécessaire au projet politique du présent, mais c'est assez intéressant de voir comment finalement un même symbole, un même mythe évolue au fil du temps et change de signification. Ça rappelle votre chronique de la semaine dernière sur le passé imprévisible de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on lit le passé en fonction des intérêts du présent. Ah oui, bien sûr, il ne faut jamais réduire le passé à cette lecture en fonction des intérêts du présent. Le passé a son autonomie, il a sa réalité, le travail de l'historien consiste à nous le rendre le plus exactement possible. Oui. Mais, cela dit, lorsqu'on fait une sociologie de la mémoire, on est bien obligé de constater que les hommes s'approprient le passé, la mémoire, les représentations des époques précédentes au service de leur conception politique présente. Alors, je vous poserai la question de Ponce Pilate à Jésus-Christ dans le procès dans l'évangile selon Saint Jean. Quod est veritas? C'est quoi la vérité? Et Jésus se tait, il n'y a rien à dire. Ben non, mais c'est à ce moment-là qu'il faut dire qu'il y a une tension entre histoire et mémoire. Oui. Si on décide d'avoir la vision la plus exacte des patriotes, me semble-t-il, eh bien on doit y voir un mouvement insurrectionnel qui conjugue nation et démocratie. Donc de ce point de vue, un mouvement républicain, pour le dire avec le vocabulaire qui est à la mode aujourd'hui, oui. Et qui cherche à donner une indépendance politique plus ou moins complète, parce qu'on sait que le projet de 37 ne sera pas le projet de 38. Donc, dans un cas, on est plus respectueux de la couronne, dans l'autre, on est clairement plus républicain, mais un projet d'autodétermination pour la petite société francophone des Amériques. Ensuite, le problème, c'est qu'il y en a qui disent, parfait, tout ça va aboutir avec le gouvernement responsable à peu près 10 ans plus tard, donc les patriotes ont gagné, et d'autres qui disent non, ça n'est toujours pas abouti parce que l'indépendance est indispensable à toute authentique démocratie, et ça nous ramène à des débats très contemporains. Comme quoi, au Québec, on est toujours entre la demi-victoire et la demi-défaite, non? Ah, ça c'est l'histoire du Québec, hein. C'est-à-dire le Québec ne perd jamais complètement, c'est-à-dire qu'il continue d'exister, mais ne gagne jamais complètement parce qu'il est condamné à la survivance. C'est ce que nous disait Maurice Séguin d'ailleurs. Ah oui, l'historien? Oui, qui disait notre peuple est trop fort pour être assimilé et trop faible pour être indépendant. La médiocrité est notre condition. Les Anglais sont nos maîtres. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais il y avait quand même un pessimisme lucide chez Maurice Séguin. Médiocrité fait penser à cette phrase latine in aurea mediocritas qu'on disait il y a 2000 ans, c'est-à-dire que c'est dans le juste milieu que médiocritas voulant dire le juste milieu et non pas la médiocrité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je crois que chez Séguin, la référence à la médiocrité avait une autre signification. Mathieu, dites-moi une chose. Il y a aussi deux événements qui infirment un peu ce qu'on raconte, c'est-à-dire que c'était pas des Franco quand des Anglos, parce qu'il y avait des Anglos qui étaient du côté des patriotes, et aussi il y avait des mouvements de révolte de patriotes au Canada aussi. Évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des anglophones qui vont soutenir les patriotes? Bien évidemment. Oui. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que des anglophones, pardonnez-moi, vont soutenir les patriotes au Bas-Canada? Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on doit pour cela nier la dimension nationale du mouvement patriote? C'est le saut qualitatif qu'il faut s'interdire. Mais qu'entendez-vous par dimension nationale? Parce que nationale peut englober aussi des anglophones, alors, à l'époque. Oui, mais la référence, par exemple, à la langue française, la volonté d'autodétermination nationale, le fait qu'il y ait ici un peuple qui est les descendants des 60 000 conquis. Bon, alors, ainsi de suite, il y a une dimension irrépressible qui consiste à reconnaître l'existence d'un peuple culturellement et historiquement identifiable. Oui. Une fois que c'est dit, c'est la singularité des rébellions au Bas-Canada. Parce que dans le Haut-Canada, oui, il y a aussi des insurrections républicaines, démocratiques et ainsi de suite, mais nous ne devons pas faire l'erreur de calquer les rébellions d'un endroit aux rébellions de l'autre endroit. C'était pas les mêmes revendications quand même? Vous l'expliquez, mais... Je dis pas qu'il n'y a pas de logique commune. Je dis qu'il y a un surplus existentiel dans les rébellions québécois, au Bas-Canada, me semble-t-il, qui sont des rébellions, on dirait aujourd'hui, nationalistes. Tiens, parenthèse, justement, Mathieu, me fait penser, parce que on a surnommé Louis-Joseph Papineau le Simon Bolivar du Nord, ou quelque chose comme ça, le libérateur sud-américain. Est-ce qu'il y avait toute la mouvance des libérations sud-américaines des années 1820 à 25-30? Est-ce que les patriotes sont un écho de tout cela ou ils ne savaient pas ce qui se passait là-bas? Non, il y a une conscience, historique très développée. Ça, c'est un des acquis de l'historiographie récente. Il nous montre à quel point les patriotes ont une culture très grande du mouvement des idées en Occident, du mouvement de ce qui se passe à travers le monde, finalement. Donc, il y a une conscience internationale dans le mouvement patriote, sans aucun doute. Vous dites on parle d'un texte que vous avez pondu dans votre blog, Mathieu Bocoté, sur la mémoire des patriotes il y a quelques jours. Et vous dites une chose, l'échec des patriotes ne trouve-t-il pas un écho dans l'échec du souverainisme moderne? Est-ce que cet échec de 37-38 a été le premier marqueur d'un tic qui va se répercuter pendant les années à venir?
Ben, c'est la question que je me pose, hein, et j'ai quelquefois l'impression de la tentation d'y répondre positivement. C'est-à-dire, c'est une constante dans l'histoire du Québec, à tout le moins, on ne peut pas la réduire à ça. Oui. Vous voyez, mouvement d'affirmation assez net qui culmine en 37-38, échec, blessure, et puis retour, régression avec l'acte d'union de 1840, mouvement d'émancipation nationale des années 60 jusqu'à 1980, avec une volonté d'autodétermination, soit l'indépendance, soit un statut particulier dans le Canada, ça échoue, ça aboutit au régime de 82. Mouvement ensuite de réparation constitutionnelle dans les années 80, fin 80, début 90, qui nous conduit à Mitch, et ainsi de suite, qui nous conduit au référendum de 95. Oui. Un mouvement, jamais le nationaliste québécois n'avait été aussi fort. Et bien après ça, échec, et ça nous conduit au plan B, et ça nous conduit aux années présentes. Et on pourrait même dire débat récent sur la Charte des valeurs, qui était le point culminant d'un débat d'une décennie sur l'identité nationale, adhésion majoritaire, mais échec électoral. Et là, le Québec va retomber dans le multiculturalisme canadien, presque avec une espèce de délectation morbide. Alors, il y a quelque chose comme un âge de la défaite tout à fait singulier chez les patriotes. Comme si c'était vraiment un tic. Vous savez, il y a un premier traumatisme dont on n'arrive pas à se défaire dans l'histoire. Oui, mais c'est ce qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui explique cette difficulté? Pierre Vadeboncoeur, Jean Boutillet, Hubert Aquin, plusieurs ont cherché à comprendre ce travers singulier de la réalité québécoise. Vous semblez donner une esquisse, parce que vous dites également plus tard dans votre texte, Mathieu Bock-Côté, que il y a une part tragique de notre condition collective qui, si je me souviens bien, qui est escamotée, où dès qu'on aborde le tragique, oups, on se retire. Oui, ben en fait, ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire, le Québec, vous connaissez cette formule qui vient souvent chez les souverainistes. Hein. Nous voulons l'indépendance, mais l'indépendance ne vaut pas une seule vie humaine. Exactement, oui. Alors, je ne connais aucun autre peuple sur Terre où on dira que l'indépendance ne vaut pas une vie humaine. Dieu sait que je n'ai aucune envie de faire couler le sang, et certainement pas le mien, pour la souveraineté ou pour l'indépendance. Je crois que le Québec aura, si ça fonctionne, une indépendance bourgeoise, tranquille, démocratique, et c'est une des vertus de notre histoire, une de nos forces. Mais il y a quand même une singularité à l'idée que l'indépendance d'un pays ne vaut pas une seule vie. Nulle part ailleurs on dirait ça. Alors, se tourner vers les patriotes, c'est se tourner vers les gens qui croyaient le contraire, qui ont cru que le soulèvement armé était légitime, qui croyaient que l'indépendance pouvait valoir une vie humaine. Alors ça, c'est peut-être pour ça qu'on les regarde aujourd'hui avec à la fois sympathie, parce qu'on voit des gens qui sont dans le mouvement d'émancipation, et étrangeté, parce qu'il n'y a rien de plus contre-intuitif pour un Québécois que de traduire jusqu'à la violence politique ces options politiques. À cet égard, Mathieu Bock-Côté, vous avez certainement vu le film de Pierre Falardeau, 19 février 17-19 février 1839, La pendaison des 12 patriotes, qui est un film qui tranche avec le style Falardeau, parce que c'est grave, c'est sobre, c'est tragique. Il y a un côté clair-obscur à la Caravage, vous savez, le traitement de l'image, qui est très, très beau. Ça jure dans la sensibilité qui entoure ou la compréhension de ces événements-là, non? Ben, je crois que la singularité du film de Falardeau, vous noterez, assez centré sur la bande de 1838. C'est un film qui vous l'intimiste, probablement en bonne partie parce qu'il n'y avait pas les moyens de filmer un film à grand déploiement donc on fait avec les moyens qui sont les nôtres. Oui. Mais c'est un film très beau parce qu'il y a cette part tragique et qui met de l'avant cette part tragique qui est saisissante et qui montre aussi, soit dit en passant, ne l'oublions pas, des hommes qui ont une vie privée, une vie intime, une vie à laquelle ils tiennent. Ils n'ont pas un désir ardent, d'incandescent de sacrifice ou d'immolation patriotique, et ils consentent à le faire néanmoins, puis ils acceptent de le faire la tête haute, même si c'est pas particulièrement joyeux. Donc Falardeau a rendu compte dans ce film d'une part qui, encore une fois, les Québécois ne savent pas exactement quoi faire de ça, cette part sacrée ou cette part tragique du politique. La part tragique au Québec, c'est la peur de disparaître. Donc ça va jusque-là, mais cette idée partout ailleurs dans le monde évidente et ici insensée pour plusieurs, que quelquefois le destin d'un pays implique certains sacrifices. Puis comme je le dis, je ne les souhaite pas, je fais simplement constater historiquement certaines différences. Eh bien, ça fait probablement s'entretient notre rapport trouble aux patriotes. Est-ce que vous pensez, vous parlez de l'acte d'union qui vient clore les rébellions en 1840, c'est là vraiment l'essor du catholicisme, parce qu'en 1840, exactement, Ignace Bourget remplace Jacques Lartigue comme deuxième évêque de Montréal, et on connaît la suite avec l'expansion du catholicisme, la création, l'importation d'ordres religieux masculins, féminins, etc. Et on a un catholicisme ultramontain, extrêmement grand, même grandiose aussi à certains égards.
Y a-t-il pas là une compensation de la part tragique, une transposition de ce qu'on n'a pas réussi au niveau politique, qu'on l'a fait en... Ah, mais bien sûr, moi je crois que ça c'est un des schèmes récurrents dans l'histoire du Québec, comme on dirait en bon québécois, un pattern récurrent. Oui. C'est-à-dire, la défaite politique implique souvent ensuite une espèce de compensation fantasmée dans la morale, une compensation messianique. Oui. Donc après les patriotes, on échoue, en échange on se dit on va évangéliser l'Amérique du Nord au grand complet, et là ça va être plusieurs décennies qui vont être marquées par une espèce de catholicisme conquérant, mais fantasmé. C'est-à-dire les Canadiens français peuplent l'élu du catholicisme en Amérique du Nord. Après les échecs référendaires, de manière assez semblable, après 95, on dit on a échoué, d'accord, mais le Québec va devenir une république altermondialiste exemplaire et écologiste à l'échelle du monde. Oui. Donc il y a cette tension dans la condition québécoise, entre d'un côté un empêchement d'être, c'est-à-dire une incapacité d'exister pleinement par soi-même par l'indépendance nationale, et de l'autre côté, une volonté de compenser ça par une prétention civilisatrice destinée à la planète. C'est une tension étrange. En tout cas, ça fait réfléchir, Mathieu Bocoté. Je vous remercie infiniment pour cette chronique. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines, c'est ça? Très certainement. Vous nous privez de votre intelligence et votre présence la semaine prochaine. Hein? Bon, vous réussirez, je n'en doute aucunement. Mais d'autres gens en profiteront, je suis sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà qui termine le Midi Actualité.